Vous avez acheté le livre d'Éric Zemmour, Le suicide français. Vous êtes souvent écharpé avec lui sur le féminisme. C'est pas le cœur de son dernier livre, mais ça occupe quand même une certaine place. Qu'est-ce qui fait donc courir les lecteurs, d'après vous? Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Qu'est-ce qui fait courir les lecteurs d'Éric Zemmour? Je sais pas, quelque chose qui, moi, me donne envie de courir hors de France. Mais c'est un succès qui en dit long, oui, sur l'époque. C'est évidemment le repli identitaire qui est très inquiétant, qui nous menace tous, qui menace pas que la France, mais enfin qui est chez nous très, très, très virulent ces derniers temps. On est inquiet de tout, on s'aime plus beaucoup comme pays. Et Éric Zemmour Surfe sur la vague, c'est ça? Oui, parce qu'il met son érudition vraiment au service du pire en ce moment, incontestablement. J'entendais des gens qui disaient, alors après le politiquement correct, maintenant on est dans l'historiquement incorrect, parce qu'Éric Zemmour a osé dire que Vichy peut-être aurait pu déporter, exterminer plus de juifs. Mais il faut comprendre ce qu'est en train de faire d'Éric Zemmour. Il est en train de nous expliquer que être critique envers Vichy, ça fait partie de la doxa médiatique. C'est-à-dire que l'omniprésent Éric Zemmour dans les médias est le porte-parole de ceux qui comptent les juifs à la télé dans une époque où des gens qui reviennent de Syrie veulent tuer des juifs en pleine rue en Europe. C'est ça que fait Éric Zemmour en ce moment, c'est être le porte-parole de ceux qui pensent qu'il y a trop de juifs à la télé. Je trouve ça lamentable, mais dans la série de ce qu'il est capable de faire sur les musulmans, sur les femmes, sur les homosexuels, au moins chacun en a pour son grade. Tant mieux si ça fait vivre ces livres. Il n'y a pas que des lecteurs d'Éric Zemmour, puisqu'il y a 5000 livres qui sont vendus par jour. Aujourd'hui, il a quand même battu le record de Valérie Trierweiler avec Merci pour ce moment. Ça veut dire qu'il ratisse large. Et vous savez, les électeurs du Front National, ça fait beaucoup de monde. Hein. C'est tant mieux s'ils se mettent à lire des livres en même temps. Vous le rapprochez du Front National, Éric Zemmour, aujourd'hui? Il est plutôt l'incarnation d'ailleurs du vieux Front National, du Front National père même que Marine Le Pen sur certains points. Et oui, je pense sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Éric Zemmour et le Front National présentable d'aujourd'hui, et même des fois... Il reste ambigu, lui, sur le sujet. Emmanuel? Non, si on peut inciter à lire des livres, de vrais historiens, quoi, sur Vichy, on peut lire, je sais pas, Robert Paxton, par exemple, qui est un historien américain, qui a quand même écrit des choses qui sont documentées, sérieuses, et qui, aujourd'hui, font quand même globalement foi parmi les milieux mais surtout des historiens qui écrivent pour enseigner l'histoire, pas des gens qui essaient de tordre l'histoire pour flatter les peurs d'aujourd'hui, c'est juste ça. Mais quand même, pardonnez-moi, je veux pas prendre sa défense a priori. Il était sur le plateau de Routel Krief hier soir, ils ont échangé de manière virulente parfois. Quand il dit l'avenir il est sombre, voire le no future, on pourrait presque dire ça comme ça. Quand il dit que tout ce qui a été fait ces 30 dernières années, on s'est planté. Quand il dit qu'aujourd'hui la France n'est pas dirigée comme il faut, on est quand même dans une réalité ces 2 dernières années qui se rapproche de ça. Il a pas complètement faux, Éric Zemmour, si? Ah non, mais quand on dit que tout est sombre, on a toujours en partie un peu raison, parce qu'évidemment, tout ne va pas très bien. Mais par exemple, sur des sujets plus sérieux, plus concrets, d'abord, juste une précision, moi je pense qu'Éric Zemmour a le droit de parler, il a le droit de s'exprimer, il a évidemment le droit de faire partie des débats, puisqu'il incarne réellement certaines de ces idéologies en vogue aujourd'hui en France. Mais par exemple, moi je sais pas, ça fait plus de 15 ans que j'écris, par exemple, pour dénoncer les abus du multiculturalisme, et pour essayer de réhabiliter l'universalisme, que je sais d'inviter la gauche à ne pas être naïve sur l'intégrisme. Mais je pense qu'on peut faire ça, sincèrement, en essayant d'apporter justement des solutions constructives, en proposant justement le féminisme, l'universalisme, la laïcité, qui sont des idéologies positives. On n'est pas obligé de le faire systématiquement en jouant sur la dépression les uns contre les autres, et en plus en allant jusqu'à, encore une fois, essayer de tordre l'histoire pour faire croire qu'on est le chevalier blanc qui va réhabiliter toutes les idées les plus nauséabondes en se faisant passer pour un pauvre rebelle. Ça suffit, quoi. Bon, alors Caroline Forest, évacuons l'épisode Éric Zemmour, mais remarquez, on aurait pu le retrouver dimanche il y a 10 jours en tête de la manif pour tous, ou alors ça m'a échappé, il y était peut-être, je sais pas. La manif pour tous, c'était il y a 10 jours, ça revient à la charge systématiquement. On se demande à droite s'il faut abroger la loi Taubira. Évidemment, ça vous rend proche de l'histoire. Alors allez-y. Non, ça fait là aussi un peu 15 ans que je débat avec toutes sortes de gens qui veulent rétablir soit la théocratie, soit abolir la démocratie, et je reste généralement assez calme. Donc je reste même calme face à la manif pour tous. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté acharnement, même si encore une fois il y a des vrais débats sur la table. La gestation pour autrui, moi j'aimerais qu'on puisse en débattre dans ce pays. Or la manif pour tous nous interdit d'en débattre. C'est ça le problème. La procréation médicalement assistée, l'insémination artificielle, qui est un progrès scientifique génial qui permet à des gens de donner la vie. Mais comment ces raisons anti-avortement? Parce que Famille de France, l'Alliance pour la vie, Alliance Vita, qui est derrière la manif pour tous, nous ont dit pendant des années qu'il fallait à tout prix donner la vie. Alors maintenant, il n'y a que certains qui peuvent donner la vie et pas les autres. C'est comme manifester tout le temps au nom de la famille pour interdire aux autres de fonder des familles. Il y a vraiment
un problème chez certains avec le fait que d'autres familles peuvent exister. Ils jouent la moralité, cela, c'est ça? Ils jouent la carte de la moralité à l'outrance. De l'ordre moral naturel et divin pour certains, qui interdit les progrès scientifiques, qui interdit l'égalité et qui interdit tout simplement la pluralité des modèles familiaux. Mais ça, à la rigueur, c'est la manif pour tous. Honnêtement, moi, j'ai connu les manifs du PAX aussi. Oui. Ils étaient 100 000, pareil. C'était les mêmes réseaux derrière, organisateurs. C'est pas une surprise, cette France catholique se sent de plus en plus minoritaire et donc elle est de plus en plus démonstrative. Là-dessus, rien à dire. Par contre, que des élus de droite, et y compris de la droite républicaine, parce que j'entendais même Alain Juppé vouloir proposer qu'on interdise strictement à des femmes, à des couples de femmes d'avoir recours à l'insémination artificielle alors qu'elle est possible pour toute femme si elle est hétérosexuelle, je trouve ça réellement choquant, sincèrement. On va passer du temps sur ce sujet, évidemment avec vous aussi Laurent, on y reviendra, vous avez des questions. On sourit un moment avec Tatiana, enfin j'espère ce soir que vous allez nous faire sourire, n'est-ce pas Tatiana Renard-Barzac? C'est le zap. Et on commence avec une séquence inattendue. Je vous emmène à Angoulême. D'un côté, ce matin, il y avait le chef de l'État venu visiter une école maternelle. De l'autre, des jeunes du lycée voisin qui ont trouvé une super excuse pour sécher les cours. Mais on m'a dit que c'était une école maternelle, ils ont un peu grandi là. Je vous explique. En fait, on est au lycée en face et on voulait absolument venir au pouvoir. Donc je signe, mais après, je pense que ça va marcher. Ah bah oui, quand même là. Certainement. On peut pas avoir une signature mieux que ça, quoi. Ça va marcher, c'est sûr. Voici le mot signé donc par François Hollande. Merci d'excuser l'absence de première SSI. Le motif étant l'accomplissement de leur devoir civique pour la visite de Monsieur le Président de la République. Un motif donc béton qui risque d'ailleurs de donner des idées à certains lors des prochains déplacements présidentiels, étudiants ou salariés, à voir. L'opposition rue dans les brancards, à l'image de ce tweet de l'UMP Éric Ciotti, je vous le lis, président qui encourage l'absentéisme scolaire, si c'est pour venir l'acclamer. Une question de point de vue. On se rappelle qu'un autre président, Barack Obama en l'occurrence, c'était en 2009, avait succombé au charme d'une petite fille. C'était à la Maison Blanche qui lui avait demandé de signer un mot d'excuse parce qu'elle avait séché les cours pour assister à une cérémonie officielle. On voit la photo ici. Et là, ça n'avait fait que sourire. Tout à fait. Changement de décor et changement d'ambiance aussi. Pendant ce temps, Manuel Valls était à Lille, donc avec sa grande amie ou ennemie au choix, Martine Aubry. La maire de la ville avait elle aussi une excuse béton pour sécher l'avenue du Premier ministre, trop occupée. Au final, elle s'est libérée, ils ont même déjeuné ensemble. Manuel Valls a quand même eu un peu de mal à faire comme si son inconscient a parlé pour lui. Vous allez également l'appeler au rassemblement, vous dire que le rassemblement est nécessaire. Mais il arrive. Et au sein des familles. Mais Martine Aubry à la tête de la ville d'Evry, j'allais dire. De Lille. Peut-être d'Evry un jour. Lapsus, intéressant. Exactement. On poursuit ce zap avec un autre type de confidence. Alain Juppé, l'arrogant, Jean-Pierre Raffarin, la hyène de la droite, Jean-François Copé, une petite frappe, et Dominique de Villepin, l'autre cinglé. Des amabilités signées Nicolas Sarkozy pendant la campagne de 2012, racontées dans un livre par son ancien conseiller à l'Élysée, Georges-Marc Benamou. Comédie française, c'est le titre du livre qui paraît la semaine prochaine. Il y a aussi cette petite phrase en plein duel Fillon-Copé prononcée en 2012, toujours selon Benamou. « Je ne reviendrai jamais par l'UMP, ce n'est pas de mon niveau ». Ça nous rappelle Bernadette Chirac, tiens. Des confidences qui font tâche alors que le Sarkotour bat la campagne et appelle au rassemblement. Allez, pour finir, des tweets en pagaille. La fausse révélation d'une liaison avec Valérie Trierweiler hier soir, je ne sais pas si vous avez vu, par Nicolas Bedos sur France 2 a déchaîné les passions. Certains sont tombés dans le panneau. Christine Boutin, par exemple, encore elle, écœurée jusqu'à vomir par ses histoires de trahison. Décadence, s'exclame-t-elle dans un tweet. Léonard, le fils de l'ex-première dame, lui a répondu ce matin, photo à l'appui. Suite au tweet ridicule de Boutin sur ma mère. Cette dernière, obligée de se déguiser pour sortir dans la rue. Le problème, c'est que par cette dernière, on comprend sa mère, donc ça serait sa mère qui serait obligée de se déguiser. Le fils a vite rectifié le tir et changé son tweet en légendant mieux sa photo et en parlant donc de Christine Boutin, qui serait donc déguisée sur la photo. En Wonder Woman, donc c'était à peu près ça. À peu près, hein. Merci beaucoup, Tatiana. Alors c'est très bien, Caroline Forest. On va enchaîner sur Nicolas Bedos. Je voudrais avoir votre réaction. C'est mêlé à Christine Boutin, donc on reviendra après sur la manif pour tous. Est-ce que vous avez vu D'abord, moi j'adore les tweets de Christine Boutin. Ils font énormément rire. Mais vraiment, je vous assure que j'ai pas le moral. Je vais voir les tweets de Christine Boutin. C'était presque aussi drôle. C'était presque aussi savant
savoureux tout sur le 11 septembre, c'était pareil. Dès qu'il y a un complotiste qui dit un truc, elle y croit. C'est impressionnant. Ouais. C'était presque aussi savoureux, voire plus alors que le canular de Nicolas Bedos. Alors honnêtement, j'ai pas vu le canular, j'ai vu la fin, j'ai vu le démenti, mais visiblement, il a plutôt bien marché, et pas qu'auprès de Christine Boutin. Et ce qui, moi, plus m'inquiète, c'est cette façon de dégainer le CSA à tout bout de champ. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. En ce moment, le CSA, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quand même une accumulation de décisions délirantes, notamment sur la caméra cachée de D8 sur le Front National. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une arène médiatique où les désinformateurs, les menteurs, les propagandistes sont quand même très en forme, très en situation de puissance. On a tous un temps médiatique hyper réduit pour essayer de montrer la réalité de leur discours, de leur idéologie. Et le CSA fait une sorte de police qui est complètement à côté de la plaque. Mais il est dans son rôle, mais il sanctionne très rarement. Bien sûr que c'est que des rappels à l'ordre symbolique, mais encore une fois, quand il n'y a pas de police justement sur Internet et qu'on est soumis tous comme journalistes à une interactivité, à de la désinformation, à des procès d'intention, qu'on est attaqué à longueur de journée, quand il y a en plus le CSA qui se met à faire le relais de ces campagnes, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait 200 excités qui vous dénoncent sur quoi que ce soit pour que le CSA se mette en route, ça fait beaucoup. Et je pense qu'il faut peut-être revoir un petit peu d'ailleurs l'organisme au regard de ce métier qui évolue. Mais sur le fond, pardon, du sketch, de la séquence Bedos, il y en a quand même qui se disent c'est un procédé douteux. On peut aussi entendre ce propos-là. Peut-être qu'on aurait pu se dire que c'est vrai qu'il ne faut pas le tenir trop longtemps à l'antenne parce que ça peut abuser trop de gens sur une longue période, mais en même temps, la démonstration de Nicolas Bedos sur le fait que ça peut être très violent de voir une liaison, les coulisses d'une relation exposée dans un livre et le fait qu'on est quand même tous en train de subir ça et de vivre ça beaucoup en ce moment comme traitement politique, et elle est plutôt réussie. Ça dit aussi beaucoup sur le poids de la télévision et du fait qu'on croit tout à partir du moment où ça passe sur notre petit écran. On est un peu des... Oui et non, c'est compliqué parce qu'en même temps on est dans une période où justement quand vous dites des choses à la télévision, il y a certains qui vous diront que c'est forcément faux, que c'est forcément un complot, et de l'autre côté, en fait, on a toujours la même naïveté. Oui, on est entre les deux. Le mariage pour tous, on y revient, je vous le disais dans un instant, mais comme c'est un sujet assez lourd, avec des sujets dans le sujet, je voudrais qu'on le garde pour la deuxième partie. On va parler de l'écotaxe avec Emmanuel Le Chypre, c'est votre billet éco. Et ça, c'est lourd aussi, l'écotaxe. Comme c'est plié, j'ai envie de vous dire, ça peut aller un peu plus vite. C'est presque ça. Allons-y. J'aime prendre les bonnes décisions en regardant les rendez-vous de l'écho avec Fortunéo, compte titre ordinaire, PEA et PEA-PME. Fortunéo. Emmanuel Le Chypre. Alors voilà, ça y est, c'est signé Ségolène Royal, la version allégée, la version light de l'écotaxe pliée. Le péage de transit poids lourd abandonné, c'est une vraie malédiction qui frappe cette écotaxe. Il n'y a pas à dire autre chose. C'est pas vraiment une malédiction, c'est quand même la conséquence de la lâcheté et des errements de nos décideurs publics. Il faut juste rappeler la séquence. En 2007, au moment du Grenelle de l'environnement, tout le monde est d'accord pour faire cette écotaxe. Mais qu'est-ce qui se passe? Les bonnets rouges arrivent. On abandonne l'écotaxe et on décide d'en faire une version allégée, une version light, qui sera donc ce fameux péage de transit poids lourd qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Et là, ce sont les routiers qui se disent « Ah bah non, certainement pas, c'est pas pour nous ». Et donc, Madame Royal qui dit ce matin qu'on abandonne tout. Alors certes, on va pas dire que c'était un dispositif qui était parfait. Les camions, c'est pas les responsables de la pollution à ce point-là. Mais l'abandon quand même de ce dispositif a des conséquences assez dévastatrices. Ça confirme quand même d'abord que l'environnement, une fois qu'on veut passer du stade des belles paroles à la pratique, et ben concrètement, il n'y a plus personne. Donc l'environnement, allez, on s'en fout. L'Europe, on s'en fout un peu aussi, parce que Ségolène Royal a fait des propositions qui sont en totale contradiction avec les règles européennes, notamment cette fameuse vignette qu'elle voudrait imposer aux camions étrangers à la frontière. La parole de l'État et les respects des contrats signés. Qu'est-ce qu'on en fait? Cette pauvre société Ecomove, qui va devenir quoi? On n'en sait rien. Et puis, on veut ponctionner les profits des sociétés d'autoroutes, mais enfin, il va falloir leur tordre le bras pour quand même y arriver. La conclusion, c'est que tout ça va coûter très cher, plus d'1 milliard certainement pour Ecomove, des recettes fiscales qui étaient prévues qui n'arriveront pas. Et à votre avis, c'est qui va payer? Eh ben c'est nous, c'est nous, parce que quelque part, si on va s'arranger avec les sociétés d'autoroutes, et puis peut-être que au final, c'est nous qui paierons des péages un petit peu plus chers, et puis on va nous mettre peut-être encore un peu plus de taxes sur le gazole. Voilà. Donc effectivement, comme on cède à peu près à tous les intérêts catégoriels, eh ben on impose à ceux qui râlent le moins des choix un peu douloureux, et ceux qui râlent le moins, encore une fois, c'est nous, c'est les citoyens. Laurent, il y a au moins un principe qui a été respecté, Emmanuel.
On avait dit plus d'impôts, plus de taxes. Bon, voilà, une de moins, c'est déjà pas mal. Et deuxièmement, quand même, la décision de Ségolène Royal, ça a l'air de rien, mais elle rend un grand service politique à François Hollande. On est dans une séquence où enfin le curseur a changé, la focale est déplacée sur Nicolas Sarkozy, la campagne pour la présidence de l'UMP, et donc on parle un peu moins de ce qui ne marche pas au gouvernement. Et là, tout à coup, vous imaginez si demain les poids lourds bloquent à nouveau toute la France, toute la séquence est fichue par terre. Ce qui est sûr, donc elle lui rend un service politique. Ce qui est sûr, c'est que globalement, il y aura plus beaucoup de réformes avant 2017. C'est-à-dire que quand on voit comment on cède... c'est ça. Entre les agriculteurs, les camionneurs, les pilotes d'Air France, les notaires, les professeurs, les pharmaciens, etc. Qui va pouvoir encore bouger. Donc, quelle réforme va être encore possible Ce qui est impressionnant, c'est dans une situation de crise, c'est tous les privilégiés qui quand même manifestent, généralement. Et là, c'est clairement le combat des intérêts particuliers contre l'intérêt général. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'aller taxer les compagnies qui gèrent aujourd'hui les autoroutes. Mais ce que je trouve absolument scandaleux, c'est qu'on ait pu vendre ces autoroutes qui rapportent 15 milliards de dividendes. Vous imaginez si l'État avait aujourd'hui ces 15 milliards de dividendes, on ne serait pas obligé de couper dans tout le reste. On en reparle dans un instant. C'est moi qui vais devoir couper, là. Vous coupez. J'aime prendre les bonnes décisions en regardant les rendez-vous de l'écho avec Fortunéo, compte titre ordinaire, PEA et PEA-PME. Fortunéo. On court, messieurs, dames, pour être à l'heure. Dans un instant, c'est l'info avec Rachid. On se retrouve après avec Caroline Forest, News et compagnie, la suite. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Chez Feu Vert, pneus été ou hiver, par 2, c'est moins cher. Ce pneu été, par exemple, 45 €. Mais par 2, 70 €. Feu Vert, la patte de l'expert. On peut dire que vous avez une chance extraordinaire. Ah ouais, une chance incroyable. Elle est bonne pour la caisse. Oh, le bol. Oh, merci. C'est le moment de profiter des offres qui tombent à pic. Citroën C3 suréquipé est à 10 990 € avec Citroën Assistance XL 7 ans inclus. Portes ouvertes ce week-end. Connaissez-vous le secret du meilleur saumon? La Norvège. Ces milliers de kilomètres de nature préservée, ces eaux froides et limpides donnent au saumon de Norvège cette fraîcheur et cette saveur unique. C'est ce qu'il y a de meilleur pour moi et ma famille. Saumon de Norvège, sain et savoureux par nature. Matelas Lavago Maximal en polypropylène d'autruche. Sommier Plumarflex. Pour choisir votre matelas, faites confiance à des professionnels. À la compagnie du lit, on vous aide à y voir clair. Conseils, services, livraison. Pour choisir votre lit, faites-le en bonne compagnie. La compagnie du lit, osez nous demander la lune. Dis-moi que tu m'aimes, que la vie est belle, que ce monde est fou. Dis-moi que tu m'aimes, que nos vies s'en mêlent, que je suis ton tout. Love Story, le nouveau parfum Chloé. Viens, regarde papa, celui-là je veux, s'il te plaît. Ah ouais, c'est ça que tu veux? Oui, t'as vu maman? Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci papa. Merci qui? Merci Contact Hotel. Grâce au programme de fidélité Contact Hotel, cumulez 12 nuitées et recevez 54 € cash. Contact Hotel, le contact humain en plus. And now for today's financial news. 中国制造业预测 Le cours de l'or est environ à $1,300. Commodity net long positions continue their downward spiral. And what's more, Chinese manufacturing forecast now in single digits. German consumer index up. Gold is around 1300. Chaque jour, l'actualité économique crée de nouvelles opportunités d'investissement. Pour les saisir, Saxo Bank vous donne accès à plus de 30 000 instruments financiers, où que vous soyez, quand vous le souhaitez. Anna, Clémentine, mes amours, c'est maman. Voilà, c'est pas facile. Vous m'avez apporté tellement de joie. Mais on se reverra peut-être plus. Alors je voulais vous dire une dernière fois que je vous aime et que
votre maman sera toujours près de vous. Swiss Life assure votre vie privée et professionnelle grâce à son réseau d'experts présents chaque jour à vos côtés. Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine. Dites-moi, la 3008, elle n'a pas le toit panoramique? Ah oui, elle l'a. Elle n'est pas produite en France? Elle l'est. Et en plus, en ce moment, vous bénéficiez d'une offre de reprise Argus plus 4 500 € pour ce modèle. Ah oui? Et en ce moment, Peugeot vous offre la garantie étendue à 5 ans sur toute la gamme. Portes ouvertes ce week-end. Vous pensez être au top de la modernité, à la pointe de la technologie? Vous vous trompez. Allô? La téléphonie d'entreprise entre dans une nouvelle ère. Avec Keio, vous bénéficiez d'un service sur mesure, avec votre chef de projet dédié. Keio Communications. T'as acheté l'aspirine et les patchs anti-tabac? Non. Non? Non. C'est une histoire de fou. Il est docteur en pharmacie. J'ai un diplôme. Il a fait je ne sais pas combien d'années d'études. 6 ans. Et il n'a pas le droit d'en vendre. Pas le droit. Je comprends pas. Moi non plus. Et le pompon, c'est qu'évidemment, il les vendra à prix Leclerc. Au prix Leclerc. Non mais là, franchement, on marche sur la tête, non? Marche sur la tête. Nos docteurs en pharmacie n'ont toujours pas le droit de vendre des médicaments sans ordonnance. Oui, on marche sur la tête. Leclerc. Boule de feu. Boule de feu. Tour de magie. Boule de feu. Clash of Clans, à télécharger gratuitement. Si vous cherchez un 4x4 juste pour grimper dans l'échelle sociale, juste pour vous faire remarquer sur les grands boulevards, juste pour impressionner les collègues de bureau, juste pour briller en société, vous pouvez juste aller voir ailleurs. Dacia Duster, vous avez tout compris. Retour de News et compagnie avec notre invitée ce soir, la journaliste et essayiste Caroline Forest. L'info, c'est également tout de suite, c'est en direct avec vous, Rachid, et cette alerte levée à Pontoise. Oui, la suspicion d'Ebola a été écartée après 3 heures de confinement d'une centaine de personnes dans le bâtiment de la DAS à Pontoise. Confinement décidé après le malaise d'un jeune homme d'origine guinéenne qui présentait les symptômes grippaux semblables à ceux du virus Ebola. Et ce soir, le périmètre de sécurité a donc été levé. L'état de santé de l'aide-soignante espagnole contaminée, elle, par le virus Ebola s'est dégradé ces dernières heures. Elle est en danger grave de mort selon les autorités madrilènes. Certains personnels de l'hôpital où elle est soignée refusent à présent de se rendre au travail. 4 départements placés en vigilance orange, vigilance aux pluies et aux inondations attendues sur l'Ardèche, le Gard et l'Hérault. La Drôme est en vigilance pour les orages de ce soir 20h jusqu'à samedi matin 7h. Les précipitations abondantes qui vont durer tout le week-end et notamment sur l'Hérault, déjà sinistré il y a seulement quelques jours. Ségolène Royal s'attaque au profit des autoroutes. Elle a d'abord donné le coup de grâce au péage de transit poids lourd, ensuite le suspendant sine die pour satisfaire les transporteurs routiers. La ministre de l'écologie a ensuite déclaré que sa priorité est donc le prélèvement du profit des autoroutes et elle a aussi convié les transporteurs routiers à participer à un groupe de travail. Nous sommes tout à fait prêts à participer à la réflexion. Il faut simplement considérer que nous contribuons déjà au financement des infrastructures. Nous souhaitons, nous, que tout soit mis sur la table. Il faut rappeler que c'est la privatisation des autoroutes de 2005 qui a privé l'État des recettes nécessaires au financement des infrastructures. Donc tous les acteurs doivent se mettre autour de la table et je pense que nous avons peut-être là l'opportunité de trouver une solution globale qui soit satisfaisante pour tout le monde.
Et puis Patrick Modiano est devenu aujourd'hui le 15e Français à obtenir le prix Nobel de littérature. À 69 ans, l'écrivain a été honoré pour l'ensemble de son œuvre centrée sur le Paris de la Seconde Guerre mondiale. Le secrétaire perpétuel de l'Académie Nobel a d'ailleurs considéré que Modiano était, je cite, le Marcel Proust de notre temps. Fin de citation. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, le retour de News et compagnie. Notre invitée ce soir, la journaliste et essayiste Caroline Fourest. On parlait, Caroline, en première partie de la Manif pour tous. C'était dimanche, il y a 10 jours, nouveau numéro. On parlait aussi de l'absence de débat. C'est vous qui nous disiez qu'il y a véritablement une absence de dialogue, une absence de débat sur la question de la GPA et de la PMA, plus particulièrement de la GPA. Mais moi, je me demande, est-ce que la responsabilité, elle n'incombe pas au gouvernement? Est-ce qu'il est clair dans sa prise de position sur le sujet? Tout vient de là. D'abord, mauvaise explication peut-être au départ. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas où il va. Alors honnêtement, sur la gestation pour autrui, le gouvernement n'a pas l'intention d'ouvrir ce débat ni d'avancer dans ce domaine-là. Donc c'est normal qu'il ne souhaite pas ouvrir le débat et c'est la Manif pour tous qui met ce débat sur la table. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enfants, que ça plaise ou non aux gens qui vont manifester dans les rues, qui existent. Voilà, ils existent. Il y a quelques centaines d'enfants qui ont été procréés par gestation pour autrui et qui vivent ici avec leurs parents et qui sont en situation de fragilité juridique. Et effectivement, il y a des rappels à l'ordre qui viennent des instances internationales pour dire laisser ces enfants en situation comme ça de précarité par rapport à leur nationalité, par rapport au lien vis-à-vis de leurs parents, c'est pas bien. Et c'est différent du débat de est-ce qu'on autorise la gestation pour autrui en France. Donc d'un côté, il y a une régulation tout simplement dans l'intérêt des enfants, contre laquelle se mobilisent aussi visiblement les gens qui ont manifesté à la Manif pour tous, et de l'autre, il y a un gouvernement qui pense que c'est pas du tout le sujet prioritaire d'ouvrir ce débat. Et entre les deux, puisque la Manif pour tous l'a mis sur la table dans les rues avec un acharnement quand même assez impressionnant, moi je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou et qu'on doit pouvoir en discuter. De se demander par exemple si c'est bien de continuer la voie de la clandestinité qui n'arrête rien, parce que des parents qui sont motivés, qui ne peuvent pas adopter ou c'est trop long, et souvent des parents hétérosexuels, au passage remettons un peu les choses en balance, c'est souvent des parents hétérosexuels mais des fois aussi des couples homosexuels qui ont eu recours à des mères porteuses aux États-Unis ou ailleurs et qui reviennent avec leurs enfants ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les montre du doigt? Ça ne changera rien parce qu'ils le font quand même. C'est l'histoire de leur vie et vous ne les ferez pas changer d'avis. Ou est-ce qu'on essaie d'encadrer ce lien juridique pour éviter des situations... Oui, vous dites que l'interdire, c'est risquer la clandestinité, effectivement. Mais qu'est-ce que vous dites de la marchandisation du corps? Puisque le débat, il porte là-dessus. Au départ, c'est quand même juste un mouvement social, la Manif pour tous. Et puis, ça devient quand même un mouvement politique. On n'est plus juste dans quelques extrêmes qui sont mobilisés. On est vraiment dans un mouvement politique apparent. Franchement, je ne pense pas que la Manif pour tous, ils ont rajouté la GPA puis la PMA, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Et la date, elle était fixée depuis des mois, du 5 octobre. Donc, je pense surtout vraiment qu'il y a derrière ce mouvement un mouvement de privilégiés qui cherche à faire en sorte qu'on ne revienne pas sur ces privilèges. Mais sur la question de la gestation pour autrui, il y a plusieurs façons d'être critique ou de se poser des questions. Il y a beaucoup de féministes qui sont opposées à la gestation pour autrui. Et je comprends en partie ces arguments. Je peux partager certaines de ces inquiétudes. Moi, je pense que l'exploitation, c'est mal, évidemment. Mais ça fait un peu partie du monde dans lequel on vit et qu'il vaut mieux encadrer, contractualiser plutôt que la clandestinité. Je pense que la clandestinité favorise au contraire l'exploitation. Par exemple, quand en Inde, des jeunes filles, parce que c'est souvent le cas, qui veulent sortir de la prostitution, qui font peut-être 100 passes par jour, préfèrent effectivement passer 9 mois à procréer, à donner un enfant à un couple qui a envie d'avoir un enfant et qui ne peut pas l'avoir autrement. Pour elles estiment que c'est mieux dans leur vie, que c'est une sortie, que c'est mieux. Maintenant, c'est autorisé en Inde, mais c'est pas encadré légalement. Et donc des fois, elles se font abuser. Et donc des fois, il y a, comme on a vu le cas avec un couple australien aussi, des mères porteuses, quand l'enfant naît, il est mal formé, le couple le laisse à la mère porteuse. Ça, c'est des situations qui sont absolument intolérables. Mais le meilleur moyen d'y mettre un terme, c'est d'encadrer et d'obliger les parents d'avoir des devoirs envers les mères porteuses, de faire en sorte que le consentement des mères porteuses soit ultra respecté, qu'elles puissent changer d'avis au cours de la grossesse, peut-être même quelques jours après l'accouchement, et que tout ça soit justement encadré, puisque de toute façon, ça existe. Juste une chose, il y a quand même un gros débat. On parle beaucoup de la GPA, parce qu'effectivement on dit marchandisation du corps, etc. Il y a un autre débat dont on parle peut-être moins, peut-être à cause de la manière dont ce débat est hystérisé, c'est la PMA. PMA, il y a deux questions. Procréation médicalement assistée. Voilà, il n'y a pas de marchandisation du corps. Absolument. Il y a deux principes qui peuvent s'opposer. Il y a un principe qui consiste à dire, a priori, cette pratique est autorisée pour les couples hétérosexuels, égalité des droits, pourquoi ne pas l'autoriser aux couples homosexuels? Ça paraît logique. Mais il y a un autre principe qui s'y oppose, qui consiste à dire, au fond, la PMA pour les couples
couple hétérosexuel, on règle un problème d'ordre médical, l'infertilité. Ça n'est pas le cas dans le cas d'un couple homosexuel. Et vous savez très bien qu'il y a des médecins qui se posent cette question-là, qui disent, mais au fond, nous, médecins, on doit régler des problèmes, une maladie, une pathologie. Là, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans le cas d'un confort. Donc, on revient vers ce qu'on appelle le droit à l'enfant. Et donc, ces deux concepts-là s'opposent. Faut arrêter. Toute personne qui veut adopter, c'est pas du droit à l'enfant. Toute personne qui veut avoir un enfant, ça veut rien dire, cette expression du droit à l'enfant, depuis le début, à part semer. Alors, sur les deux concepts. Et par contre, ça, c'est un vrai débat. Et c'est là que se cache la morale, c'est toujours dans les détails. C'est que pourquoi, lorsqu'un couple ne peut pas avoir d'enfant, qu'il soit infertile, socialement infertile, médicalement, puisque cette technique qui est de l'insémination artificielle permet de rendre heureux un couple en ayant un enfant, au nom de quoi un médecin s'y opposerait? Moi, je n'ai pas d'interdit moral à ce niveau-là. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut le poser au nom de la fertilité. Mais je vous donne un cas pratique qui montre même l'hypocrisie, l'absurdité de cette règle. Et on en terminera sur ce sujet, si vous voulez bien. Quand un homme et une femme, en fait, la règle, c'est que si l'un des deux est infertile médicalement, il a le droit à la PMA. Dans le couple de filles, ça arrive aussi qu'une des deux filles soit stérile. Bien sûr. Et alors pourquoi elle n'aurait pas le droit? Ça rime à quoi? C'est une réponse. C'est compliqué. On pourrait passer 2 heures, voire 4 heures sur ce sujet. Mais il y en a d'autres dans l'actualité, Caroline Forest. Une question comme ça, rapide. Vous avez écrit un bouquin, c'est votre dernier, Ina, aux éditions Grasset. Il est sorti début 2014, si ma mémoire est bonne. Sur les Femmes. Ina, c'est leader du mouvement exilé à Paris. Juste, je voudrais vous poser la question, comment vous voyez le mouvement évoluer aujourd'hui? Parce que, déboire judiciaire, on en sait beaucoup plus sur la manière dont elles fonctionnent entre elles, avec des mésententes sérieuses, souvent, avec plus d'argent pour leur QG, avec aussi des combats qui sont particuliers. Vous pensez que c'était un épiphénomène? Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Alors d'abord, je les vois de loin, parce que c'est presque plus d'1 an que j'ai pas vraiment de relations, sauf des relations peut-être un peu cordiales avec les Femmes. Mais ce livre, qui n'était justement pas un livre sur les Femmes, qui était plutôt à travers le portrait d'une génération. Oui, et puis c'était aussi romancé. Qui a choisi, enfin tout était vrai, mais de fait ça racontait des aventures assez romanesques, mais qui est le portrait d'une génération qui a un mode d'action qui est à la fois très provocateur, qui peut être très narcissique, qui utilise les réseaux sociaux autant que les médias pour créer des images chocs qui servent à passer leur message. Et ça ne concerne pas que les Femmes, d'ailleurs, ça parle de bien d'autres choses. Ça a aussi concerné la Tunisie, ça parlait aussi des enfants déçus du printemps arabe, du printemps ukrainien qui venait, et des déçus de la révolution orange, et de comment ils se sont emparés de ces mouvements-là pour se faire entendre. Comment je les observe aujourd'hui? Et puis phénomène ou pas? C'est un mouvement elles auront marqué leur époque. Oui, moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui ça s'est essoufflé pour plein de raisons. Elles ont été aussi énormément attaquées et vous voyez, même au plus fort de mes ententes avec elles, de mes désaccords avec elles, j'ai toujours tenu à être en défense quand j'entendais des arguments que je sais totalement de mauvaise foi ou parfois très mal intentionnés, parce que faut pas sous-estimer la force du régime de Vladimir Poutine. Moi j'ai découvert à travers les Femmes, qui était quand même l'avant-garde de ce qui s'est passé en Ukraine à bien des égards, j'ai découvert la force de la propagande du régime russe. Je peux vous dire que c'est une leçon que je continue à méditer sur la crise ukrainienne, et que vraiment elles ont quand même eu du mérite sur toutes ces questions. Très vite, s'il vous plaît. Vous les avez observées, vous avez écrit dessus. Vous avez eu l'occasion de leur poser la question suivante, à savoir est-ce qu'elles ne regrettaient pas de montrer leur poitrine pour être entendues? Ah non, mais ça fait juste 2 millions de fois que tout le monde leur demande, 20 fois par jour. Mais vous, parce que moi... vous les avez fréquentés. Ah non, mais moi, c'est la dernière des choses que je leur reproche. Je pense vous êtes féministe. Mais justement, utiliser le corps autrement que comme un objet, en faire un sujet, créer des images où on voit des femmes courir, se battre, tenir tête, prendre des coups, mais aussi éventuellement garder la tête haute et utiliser le regard vers leur sein pour faire passer des messages politiques, c'est une révolution iconographique. C'est le meilleur des Femmes. Qui s'est essoufflé quand même. Mais qui s'est essoufflé parce que il y a toute une histoire entre l'Ukraine et la France. On a des jeunes filles de 20 ans qui arrivent dans un contexte laïque, elles mettent du temps à assimiler. Manifester seins nus dans une église, je pense qu'on pouvait trouver mieux, non? Mais écoutez, j'ai pas apprécié l'opération Notre-Dame. J'ai un chapitre entier là-dessus dans le livre où je raconte notre dispute à ce sujet. Aussi, il y avait pas que la j'ai trouvé que c'était pas malin dans un pays laïque. Je préférais quand elles envahissaient les églises en Ukraine, où là, le pouvoir politique est mêlé aux religieux, ça faisait plus sens. Ceci dit, Notre-Dame est un lieu ouvert. Les paroissiens s'en sont remis moins que la milice qui a tabassé les Femmes. Et ceci dit, il n'y a pas mort d'homme, 5 minutes. Ah, je n'ai pas dit ça. Merci. J'avais dit 2 minutes, mais on peut pas faire 2 minutes avec vous, parce que forcément... Bon, c'est Laurent Neumann, il a 2 minutes, on se dit tout en 2 minutes. Je vais essayer. Allez.
La simplification administrative, c'est maintenant, Laurent Neumann. C'est vous qui le dites, vous avez des infos concrètes, alors que normalement, les infos, on les avait que dans 2 semaines à peu près. Je viens souvent vous voir ici pour vous parler de sujets politiques, de clivage politique, de guerre droite-gauche. Là, c'est du concret. Ça va changer la vie quotidienne des entreprises, des ménages, des particuliers. C'est le 30 octobre prochain. Vous vous souvenez de ce fameux choc de simplification? Ça commence le 30 octobre. Thierry Mandon, qui est le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, va présenter à l'Élysée 50 mesures concrètes pour les entreprises et une semaine plus tard au Conseil des ministres le 5 novembre 50 mesures concrètes pour les ménages, les particuliers. Alors, il y en a une qui est emblématique, on va révolutionner la fiche de paye. Honnêtement, il y a 21 millions de salariés, je suis sûr qu'il y en a une grande majorité qui ne comprennent rien à ce qui est écrit sur leur fiche de paye. On va diviser par 2 le nombre de lignes. Du coup, on va simplifier la collecte des cotisations et à terme, quand ce sera rentré en vigueur le 1er janvier 2016, au bout d'1 an, et chaque année, on fera entre 1,5 milliard, peut-être même un peu plus d'euros d'économie. C'est donc pas inutile, c'est visible, ça facilite les choses et ça fait faire des économies. Le deuxième principe qui est fondamental et qui va changer notre vie, même à Emmanuel qui a un peu de phobie administrative, je le sais, ça va changer sa vie. Un principe tout bête. Silence vaut accord. Vous posez une question à l'administration, vous êtes une entreprise, un ménage, un particulier, elle ne vous répond pas pendant 2 mois, c'est comme si elle vous avait dit oui. Ça va concerner 1200 procédures. Vous voulez inscrire votre enfant dans un lycée, à la fac après le bac, vous demandez une dérogation à la carte scolaire, vous faites ça vers le mois de janvier-février pour la rentrée de septembre. 2 mois sans réponse, c'est comme si votre enfant était inscrit. Ça change tout. On va supprimer des taxes qui ne servent à rien. Vous savez qu'il y a une taxe de 20 € sur les balles de baby-foot dans les cafés, supprimé. L'apprentissage, vous savez que vous n'avez pas le droit de prendre un apprenti mineur. Ouais. Laurent s'emballe. C'est fondamental. Laurent s'emballe. On va juste rappeler qu'au même moment, on va commencer les discussions sur le compte pénibilité, qui est quand même une des plus magnifiques usines à gaz qu'on ait inventées. C'est presque une cathédrale. Oui, pour une fois qu'on voyait le verre à moitié plein. C'est vrai. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui va dans le bon sens, pour une fois que c'est concret, pour la vie des gens, au quotidien, les entreprises. Je vous ai entendu 1000 fois dire, les entreprises, on les accable de notes, de documents. Là, on va en supprimer. Vous savez que, par exemple, une fois qu'une administration vous aura demandé un document, toutes les autres seront connectées, on ne vous le demandera pas une seconde fois. C'est quand même un progrès, bon sang de bonsoir. Oui, mais c'est un progrès, et du coup vous en profitez. Je me tais. Bon, non, c'est vrai, ça fait du bien, ça va nous donner un peu de souffle. Ça va nous donner aussi un peu de souffle pour livrer les choix d'actu de Caroline Forest. Alors, rien à voir. On part à l'étranger. Simplifier aussi. Non, mais parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Évidemment, on a des choses à dire sur l'actualité à l'international. Ça fait partie de vos choix. Une sorte de personnalité du moment, enfin les personnalités du moment, les combattantes kurdes, et puis à contrario, j'ai envie de dire le double jeu turc. On a évidemment parlé de cette attitude turque. J'ai envie de dire ambiguë, mais vous allez dire certainement pire que ça, face au massacre des Kurdes à Kobani. Vous aviez envie de nous en parler. Oui, d'abord, c'est pas pour jouer la carte de la naïveté, les belles combattantes kurdes face à la Turquie, parce que tout est plus compliqué que ça, même si ces combattantes kurdes sont quand même très impressionnantes, et qu'évidemment, dans la guerre de propagande qui nous oppose aux islamistes de l'organisation dite État islamique, ça joue. Mais ces combattantes, elles existaient avant, on les redécouvre juste à l'occasion de ce conflit. Ce qui s'est passé à Kobani, c'est encore un peu différent, parce que c'est d'ailleurs, en plus, sont des Kurdes qui sont plutôt, nous dit-on, plutôt proches du régime de Bachar el-Assad. C'est pas exactement la même dynamique que celle des Kurdes d'Irak, et c'est ce qui explique la position très ambiguë et le double jeu de la Turquie sur tous ces sujets. D'abord, Erdogan est quelqu'un qui a longtemps abusé, et d'ailleurs les Américains ont été d'une naïveté vis-à-vis de ce régime turc pendant très 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 longtemps. On s'aperçoit grâce aux révoltes de Gezi Park, qui continuent, il y a régulièrement des manifestations en Turquie, que c'est un régime qui est à la fois en train d'essayer de revenir à tout prix sur la laïcité, mais aussi un peu sur la démocratie, qui est aussi corrompue, qui a vraiment toutes les vertus, et qui, sur le dossier syrien, n'a pas que des mauvais côtés, honnêtement, parce que c'est compliqué. Quand ils appuient l'opposition à Bachar el-Assad, on peut les comprendre, mais évidemment, ils ont plutôt tendance à appuyer l'opposition islamiste à Bachar el-Assad, tout en étant dans la coalition contre ce qu'ont donné les pires des islamistes syriens quand ils se sont rejoints avec les islamistes irakiens, c'est-à-dire Daesh. Et dans cette poche qui est à la frontière entre la Syrie et la Turquie, effectivement, cette enclave kurde, ils ont clairement préféré Daesh
aux Kurdes, dont on peut imaginer que ça représente pour eux un enjeu compliqué, parce qu'évidemment, si demain il y a une puissance kurde à leur porte, c'est un vrai enjeu pour les Turcs. Mais là, clairement, le double jeu, l'ambiguïté de ce régime islamiste turc, c'est un peu révélé, parce que c'est clairement les Kurdes qui leur font plus peur que Daesh. La position de la France dans cette guerre, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard là-dessus? On a fait les bons choix, François Hollande a pris la bonne décision et on a les moyens d'être au premier plan. Je trouve qu'honnêtement, la France fait plutôt les bons choix à l'international depuis déjà plusieurs mois sur des dossiers compliqués, que c'est toujours très facile, de toujours donner des leçons a posteriori, mais sur toutes ces affaires, et notamment sur le dossier syrien, il n'y a pas de bonne solution. Et ceux qui nous disent vous soutenez les opposants Bachar al-Assad, donc vous soutenez les islamistes, et puis en fait, si on ne soutient pas les rebelles laïcs, on s'aperçoit que c'est ça qui a aussi donné la rébellion islamiste. C'est parce qu'on n'a pas soutenu les rebelles laïcs dès le début qu'on a aussi cette contagion islamiste. Et puis on a le régime syrien qui joue aussi de ça, qui va très très violemment aller réprimer l'opposition laïque, mais qui va libérer comme par hasard quelques chefs djihadistes qui vont ensuite contaminer l'opposition, qui vont donner cette jonction avec Daesh. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où il n'y a pas, comme souvent en géopolitique, il n'y a pas de bonne solution. Quand on met le doigt par contre dans une guerre, même si on pense qu'on peut rester juste en l'air, c'est rare qu'on puisse rester juste en l'air. Là, on a mis le doigt dans une guerre, je crois qu'on n'avait pas le choix, honnêtement, parce que les gens reviennent ensuite en Europe et ils viennent tuer en Europe. Donc il faut comprendre que c'est une guerre qui nous concerne tous, mais évidemment, comme toute guerre, il n'y a pas de guerre propre. Bon, c'est compliqué de vous arrêter, Caroline Forest. On a envie de vous écouter encore et encore. Non, on a envie d'aller sur 10 000 sujets avec vous, sauf qu'on ne peut pas, on est pris par le temps. Donc on va finir en poésie presque, avec Modiano, j'allais dire le Goncourt, le prix Nobel de littérature du jour. Mais juste sur un aspect, une somme 878 000 €. C'est la somme qui l'emporte. Vous êtes écrivain aussi. Non, je me suis demandé, ça se justifie 878 000 €. Il ne s'agit pas de remettre cet argent à une fondation, à une cause humanitaire. C'est quand on gagne Roland Garros. Oui, d'accord. Alors, oui, c'est ça. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Non, ça revalorise un peu la culture. Et c'est vrai que les montants hallucinants que peuvent toucher les sportifs, ça fait pas de mal qu'un écrivain une fois dans sa vie. Puis c'est seulement celui qui a. Enfin, il en vend des livres avec des paquets. Oui, mais ça me choque pas. Non, je trouve que c'est une très belle nouvelle. Qu'il faut la savourer, c'est tout. Mince alors. C'est beaucoup moins que les droits d'auteur de Valérie Trierweiler. Ah, c'est sûr. Et c'est pas a priori, elle ne devrait pas reverser. Non, pour le bon, j'en sais rien. Bon, on sait pas. Merci beaucoup, Caroline Forest d'être venue passer 1 heure avec nous, 1 heure qui passe très vite, évidemment. La compagnie, merci. Lundi, même heure, même endroit, avec un écrivain. On lui posera la même question, on lui demandera à Bernard Werber, qui parle aux fourmis mieux que personne, ce qu'il en pense. Et évidemment, il reviendra avec nous sur tous les sujets d'actualité qui nous occupent. Passez un très bon week-end. Le grand angle de Jean-Baptiste Boursier, c'est dans quelques secondes, juste après la météo. Ciao, ciao. Merci encore. Les temps changent, le confort aussi. Retrouvez la météo avec Daikin, chauffage, climatisation. Prudence tout au long de la nuit prochaine, les précipitations vont nettement se renforcer à proximité.